Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elska pour le point d'étape numéro 18 de Parlons Constitution. C'est parti. Pour rappel, les points d'étape, on reprend tout ce qu'on a vu depuis le début de Parlons Constitution, mais de façon très rapide. Tellement rapide parce que sinon, on n'y arrive pas en fait, sinon ça prend des heures, que je vais juste vous dire, voilà, les titres généraux de ce qu'on a vu depuis le début, et on va se concentrer en fait sur les 4 derniers épisodes surtout, pour en fait voir ce qu'on a vu depuis le dernier point d'étape. Donc on a parlé depuis le début de Parlons Constitution, des aspects généraux de cette nouvelle constitution, avec quel type d'État, etc. Je vous laisse mettre en pause à chaque fois si vous voulez voir des détails, sinon allez voir directement les épisodes que vous trouvez intéressants en allant regarder dans la playlist que vous pouvez retrouver directement dans la description. Donc je le répète, on va passer très vite, n'hésitez pas à mettre sur pause, ici ce sont que des résumés, ça reste des résumés, même si on va pas les lire, ça reste des résumés. Donc on avait vu aussi la garantie des droits fondamentaux. Ensuite, on avait parlé des conditions pour être citoyen, donc de citoyenneté, avec notamment cette nouveauté des citoyens actifs et passifs avec le test de l'intérêt pour le politique. On avait parlé du pouvoir législatif, voilà, des chambres qui composent ce pouvoir législatif dans Parlons Constitution. On avait vu différents types de scrutins, les plus importants bien sûr, qui sont utilisés dans Parlons Constitution, dans cette nouvelle constitution, ce sont le vote à la méthode Borda et le scrutin proportionnel, donc représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne. On avait ensuite vu l'élaboration de la loi, tout le processus d'élaboration de la loi, on avait parlé aussi des ordonnances à l'épisode 33, je rentre pas dans les détails encore une fois, on avait vu tout ça. On avait parlé bien évidemment du pouvoir exécutif, donc du gouvernement, et aussi du président de la République avec son rôle bien particulier dans la Constitution qui est un rôle de chef d'État, arbitre, gardien et représentant droit. On avait ensuite parlé de la responsabilité politique de l'exécutif et du gouvernement surtout, avec notamment tout ce qui concerne la motion de censure, le 49.3, ce genre de choses très connues, également le processus de dissolution de l'Assemblée nationale. On en avait reparlé de tout ça. On va en reparler un petit peu à la fin de l'épisode quand on reviendra sur le résumé des pouvoirs, des relations entre tous les pouvoirs. Mais sinon, on passe à la suite. On avait parlé bien évidemment, en plus du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, évidemment du pouvoir judiciaire. Ensuite, on avait parlé des référendums. Des différents référendums, est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas. Selon moi, qu'est-ce qui devrait être bien dans cette constitution, dans Parlons Constitution. Donc, ce tableau résume à gros traits ce qu'on avait dit dans les épisodes qui concernaient les référendums. On avait continué donc sur le référendum, quelle initiative, qui peut voter. On avait posé la question du tirage au sort, quand est-ce qu'il fallait l'utiliser, s'il fallait l'utiliser bien sûr, mais surtout quand est-ce, dans quelle situation, pourquoi, avec les utilisations possibles et celles déjà dites dans la Constitution. Après, on avait parlé des élections, on était revenu sur les types de modes de scrutin, on avait parlé du droit de vote, des votes collectifs, s'il en fallait ou pas, donc pour moi c'est non, pas de vote collectif, sauf une procuration, car ça pose des problèmes d'influence et d'inéquité. On s'était posé la question de qui pouvait se présenter aux élections, qu'est-ce qu'on faisait s'il y avait des votes blancs, est-ce qu'on les comptabilisait, est-ce qu'on comptait les nuls et les abstentions, dans quel cas, etc., etc. On avait posé toutes ces questions, on avait répondu. On s'était posé aussi la question de qu'est-ce que c'était qu'un vote libre, et on était ressorti ce tableau où toutes les cases doivent être validées pour que le vote soit pleinement libre. Si ces cases ne sont pas toutes validées, s'il y en a une qui est barrée, le vote n'est pas complètement libre. Et plus il y en a de barrés, évidemment, moins le vote est libre. Si le vote n'est pas personnel, s'il n'est pas égal, s'il n'est pas secret, c'est sûr, ce n'est pas un vote libre. S'il n'y a pas de droits politiques qui sont garantis, s'il n'y a pas de liberté d'expression, de liberté de la presse, c'est pas un vote libre, pas complètement. Bref, je passe encore à la suite. On avait parlé, en lien avec les élections, bien sûr, du calendrier électoral, de son influence aussi sur la stabilité gouvernementale. On avait parlé ensuite des accords internationaux et des interventions militaires, pour ensuite parler des états d'exception en cas de menace ou de péril, notamment avec cette idée de dictature exceptionnelle contrôlée. Même si ça ressemble à l'article 16, ce n'est pas l'article 16 dans la Constitution, c'est différent, notamment en termes de compétences, qui est-ce qui a les pleins pouvoirs, qui est-ce qui les exerce, qui est-ce qui peut limiter l'exercice de ces pleins pouvoirs, l'importance de la Cour constitutionnelle aussi, qui est différente du Conseil constitutionnel, et qui ici a plus de pouvoir pour aller pour ou contre cette dictature exceptionnelle. On avait parlé
Ensuite, d'autres pouvoirs, le Conseil économique, social et environnemental. On avait parlé aussi un peu plus loin, mais je l'ai remis ici parce que voilà, ce sont des organes un peu différents. C'est pas, ils ont des rôles particuliers. C'est pas non plus le pouvoir législatif, c'est pas le pouvoir exécutif. Ce sont des pouvoirs, comment on pourrait dire, des pouvoirs tiers qui ont des rôles différents, des rôles importants, des rôles surtout très importants pour le défenseur des droits, mais qui ont des rôles différents. Donc le CESE est le défenseur des droits. On avait parlé aussi des différents contrôles de conformité des normes juridiques, donc contrôle de légalité, contrôle de conventionnalité, et bien sûr contrôle de constitutionnalité. On avait parlé également de la Cour constitutionnelle et des contrôles de constitutionnalité a priori et a posteriori, avec des nouveautés notamment avec cette procédure QPC hors instance, qui est une invention de ma part pour parler en constitution, qui est une nouveauté. Ce n'est pas une QPC, c'est une QPC en dehors d'un procès, donc c'est pas vraiment une QPC, c'est une QPC hors instance, c'est comme ça que je l'avais appelé, où quelqu'un, un justiciable, qui n'a pas le moyen de faire une QPC, mais qui a un intérêt personnel direct et actuel, pourrait poser une question en dehors de tout jugement à la Cour constitutionnelle. D'où ce nom de procédure QPC hors instance. On avait ensuite parlé de la responsabilité pénale de l'exécutif, et puisque c'est assez proche, ça reste dans la justice, ça reste dans le pénal, on a fait parler de la grâce présidentielle. Après, on a parlé de l'alternance politique, et là, on est 5 épisodes avant ce point d'étape. On avait parlé d'alternance politique, et on a parlé ensuite d'incompatibilité et de cumul. En démocratie, c'est la possibilité constante de l'alternance politique qui est nécessaire. On s'était posé la question de est-ce que c'est une bonne chose, est-ce qu'il faut l'alternance politique ou pas? Eh bien, la réponse, c'est que c'est la possibilité constante de l'alternance politique qui est nécessaire, pas l'alternance politique en elle-même. C'est sa possibilité qui est importante. Après, le choix de changer de dirigeant dépend de la situation et d'une balance entre les avantages et les inconvénients. Je vous laisse encore une fois mettre en pause, je ne vais pas revenir dessus, mais ces avantages et inconvénients nous avaient aidés aussi pour dégager des avantages et des inconvénients concernant les incompatibilités et le cumul dans le temps, où on avait dit que les incompatibilités entre les postes, les mandats, les fonctions ou de cumul dans le temps dépendaient de critères contre la probité, l'effectivité, la protection contre la mainmise autoritaire. Voilà, ce sont des critères contre la compatibilité ou contre le cumul. Et on avait vu des critères pour la proximité, la représentativité et le transfert de compétences entre des fonctions ou des postes qui seraient compatibles et donc qui seraient exercés en même temps. Et de là, j'avais dégagé tout un tableau bien complexe que ici vous n'arriverez vraiment pas à lire, forcément. Même dans l'épisode où j'en ai parlé, on a dû zoomer, puisque j'ai pris toutes les fonctions, en tout cas toutes les principales fonctions, tous les principaux mandats, tous les principaux postes au sein des institutions de la Constitution de cette série, donc de par la Constitution, et je m'étais posé la question, est-ce que devrait y avoir compatibilité ou non? Et la ligne tout en bas, c'est concernant le cumul dans le temps. Donc si vous voulez le détail, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 69. Ensuite, on avait parlé de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, la HATVP. Cette institution est importante, c'est une autorité administrative indépendante qui reçoit et contrôle les déclarations de situation patrimoniale avec l'administration fiscale, les déclarations d'activité et d'intérêt. Aussi, elle est consultée par les responsables publics sur la déontologie ou sur les conflits d'intérêts. Mais ce n'est pas tout. Elle régule et répertorie les groupes de pression. Elle régule les mobilités entre secteur public et privé depuis 2019. Et plus récemment, elle prévient les ingérences étrangères depuis 2024. En fait, elle est utile pour améliorer la probité des responsables publics. Mais attention avec la transparence, attention avec les contrôles de la HATVP, ça reste à limiter. Pourquoi faut pas aller trop loin? Parce que la transparence, ça peut devenir une excuse pour des atteintes à la vie privée. Aussi, les banques de données créées par la HATVP pour les groupes de pression, pour tout ce qui est ingérence étrangère, sur les situations patrimoniales des élus, et bien tout ça, ça pourrait être utilisé pour faire de la répression sur des représentants d'intérêt ou sur des opposants politiques. Si un pouvoir autoritaire arrivait au pouvoir, eh bien, il pourrait utiliser ces bases de données, celles de la HATVP, pour faire de la répression. Ou même la HATVP elle-même pourrait dériver si elle n'était pas limitée, si son rôle était étendu, si on lui donnait plus de pouvoir, eh bien, il y aurait un risque de répression et donc de dérive autoritaire.
On a ensuite parlé du gouvernement des juges. Faut-il un gouvernement des juges? C'est-à-dire que les juges contrôlent le reste de la société, en fait, contrôlent les autres pouvoirs, obtiennent un rôle réellement et pleinement politique en supplantant le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Eh bien, ma réponse était claire. Non, il ne faut pas de gouvernement des juges. En fait, il faut une balance des pouvoirs pour éviter les abus de pouvoir et la confusion des pouvoirs. Donc, pour éviter aussi, pas que, mais aussi le gouvernement des juges. Car le pouvoir judiciaire ne peut pas devenir un pouvoir judiciaire, législatif, exécutif. Le pouvoir judiciaire, les juges ne peuvent pas prendre les autres pouvoirs. Les juges ont un pouvoir judiciaire, ils n'ont pas à avoir un pouvoir législatif ou exécutif. Même si le juge, bien sûr, doit pouvoir juger, et juger tout le monde, y compris des responsables publics, des responsables politiques importants. Pourquoi? Pour faire respecter la loi, pour faire respecter l'état de droit et la hiérarchie des normes, et protéger les libertés et droits fondamentaux. C'est pas car on dit qu'il ne faut pas de gouvernement des juges qu'on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de jugement. Et non plus je ne dis pas qu'il ne faut pas que parfois le juge interprète la loi si nécessaire, pour l'appliquer à un litige si une loi est imprécise ou ambiguë. Et même dans ce cas-là, ce n'est pas un gouvernement des juges. En fait, il y a une protection, il y en a même plusieurs contre le gouvernement des juges, c'est le recours en appel, et ce sont les sanctions par un organe indépendant mixte, qui est en fait le Conseil supérieur de la magistrature, qui serait différent bien sûr dans la Constitution, on en avait parlé quand on avait parlé du pouvoir judiciaire. Mais attention au risque des objectifs qui inspirent en tant que droits fondamentaux dans la Constitution. Ces objectifs-là pourraient subir une interprétation excessive par le juge et surtout par le juge constitutionnel, donc par la Cour constitutionnelle, pour les mettre en pratique. Mais ces objectifs qui inspirent, qui sont en fait des objectifs trop généraux, ne peuvent pas être appliqués tels quels. Ils ne peuvent pas être pris au pied de la lettre et appliqués tels quels, parce que l'interprétation, la possibilité d'interprétation est trop large. Par exemple, dire simplement l'égalité est une valeur qui doit être respectée, ce n'est pas suffisant pour savoir comment appliquer ce principe d'égalité. Égalité dans quelles conditions? Égalité absolue entre tout le monde? Non, ça n'a pas de sens. Donc, ces objectifs doivent inspirer la réflexion des juges, la réflexion du législateur, mais ne peuvent pas servir de contrainte pour empêcher une loi. En tout cas, pas eux seuls. Car en fait, le risque, c'est le risque des interprétations créatrices et abusives, entre autres les coutumes constitutionnelles qui pourraient advenir, notamment lors de contrôles de conformité, et particulièrement, on vient de le dire, de contrôle de constitutionnalité, où le juge constitutionnel pourrait censurer une loi sur la base d'interprétations abusives de la Constitution. Il faut faire attention à la Constitution elle-même, lorsque le pouvoir constituant souhaite la modifier, que le juge constitutionnel ne s'en mêle pas trop. Je veux dire par là que la Cour constitutionnelle ne fait que son travail et rien de plus. Son travail, quand il y a une révision de la Constitution, c'est de vérifier que la procédure est respectée et que les personnes qui modifient la Constitution soient compétentes pour le faire. Ce sont les bonnes personnes qui, je ne peux pas en dire plus parce qu'on l'a pas encore vu dans la Constitution, mais voilà, il faut que le processus aille à son terme et soit suivi correctement, qu'il y ait un respect de la procédure, tout simplement, et de la compétence pour la révision constitutionnelle. Mais c'est tout. Le contenu de la révision en lui-même ne peut pas faire l'objet d'un contrôle, car le pouvoir constituant, il est constituant. Alors pourquoi est-ce que la constitution suivante devrait respecter l'ancienne? Ça n'a pas de sens. Comment on pourrait modifier sinon? Donc je rentre pas dans les détails, on en avait parlé assez longuement quand on avait parlé du gouvernement des juges, et après ça, on avait parlé du risque autoritaire. C'est le dernier épisode. On avait parlé de ce risque autoritaire, en particulier dans Parlons Constitution. Le risque autoritaire, dans Parlons Constitution, il est surtout là si un pouvoir ne joue pas son rôle, si un pouvoir s'écrase devant les autres, ou s'il n'arrête plus les autres, ou s'il déséquilibre en fait la balance des pouvoirs, s'il va trop loin dans son rôle, s'il abuse de son pouvoir aussi. C'est dans un sens ou dans l'autre. Si un pouvoir abuse de son pouvoir, c'est un problème. Mais normalement, il est arrêté par les autres, sauf si un pouvoir ne joue pas son rôle et s'écrase devant les autres, c'est-à-dire ne souhaite plus arrêter les autres. Bon, il y a des choses à rappeler quand même. L'autorité, c'est pas la même chose, c'est une faculté à commander reçue de la reconnaissance par autrui. Par contre, l'autoritarisme, c'est la recherche de l'obéissance par la crainte et le contrôle. D'un côté, on a l'autorité qui est reçue, et de l'autre, l'autoritarisme qui s'impose, qui souhaite contrôler. L'autorité est reçue, l'autoritarisme impose, l'autoritarisme s'impose.
On avait parlé aussi de légitimité. La légitimité qui est la reconnaissance sociale d'une norme, d'une position ou d'une possibilité d'action. Elle dépend du contexte et du point de vue, bien sûr. On avait parlé dans ce cadre-là des idéotypes définis par Max Weber, qui sont les différents types de domination légitime ou de légitimité du pouvoir, que sont la légitimité traditionnelle, charismatique ou légale rationnelle. On avait aussi dit qu'il y a toujours un risque d'abus autoritaire, dans la Constitution aussi, que ce soit par un organe constitué, dont différents risques, je vais en citer quelques-uns, le présidentialisme ou les lois autoritaires, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir un risque autoritaire, un risque d'abus autoritaire par le constituant lui-même ou par les citoyens, s'ils ne jouent pas leur rôle ou s'ils prennent des décisions autoritaires, en fait, tout simplement. Donc ce qui est important, c'est de mettre des garde-fous quand même. Il y a des protections constitutionnelles contre le risque autoritaire. Dans la Constitution, il y a bien sûr les rôles qui sont limités et la balance des pouvoirs. Chaque rôle a un rôle différent, on va le revoir juste après, et les pouvoirs peuvent s'arrêter les uns les autres. D'où ce que je disais avant, que le risque autoritaire est surtout là si un pouvoir ne joue plus son rôle, s'il s'écrase devant les autres et qu'il n'arrête plus les autres pouvoirs. Il y a aussi des gardiens indépendants et protégés, que sont le défenseur des droits, les juges eux-mêmes, le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République, qui ont, parmi leurs rôles, cette importance d'éviter le risque autoritaire, que ce soit par le contrôle des autres, en fait, contrôle des actes juridiques qui sont pris, comme la loi ou les décrets, par les juges à différents niveaux, le défenseur des droits qui veille au respect des droits des citoyens, notamment contre l'arbitraire de l'administration, le Conseil supérieur de la magistrature qui veille à ce que les juges soient toujours neutres et impartiaux, qui ne deviennent pas des juges politiques, et le président de la République qui a un rôle global d'arbitre, de représentant droit, et qui est en fait la clé de voûte de ce résumé-là, qui est en fait le résumé des pouvoirs de par la Constitution des principales institutions qui agissent les unes par rapport aux autres. On a le gouvernement, les directeurs, qui est le pouvoir exécutif, le président de la République, qui est un rôle spécial, qui est pas vraiment exécutif, mais qui a un rôle d'arbitre central en fait dans cette Constitution. On a le Parlement qui est le pouvoir législatif, les juges, et tout en bas à droite, on a le Conseil supérieur de la magistrature, et en bas à gauche, on a ce qui concerne les citoyens passifs et citoyens actifs. Donc si je résume tout ce qu'on a vu depuis le début avec les principaux pouvoirs, on a la commission du test de l'intérêt pour le politique, qui crée le test de l'intérêt pour le politique. Les citoyens passifs doivent passer ce test, le réussir pour obtenir une attestation et devenir citoyens actifs. Mais les citoyens passifs peuvent dissoudre la commission si elle ne joue pas correctement son rôle, si elle devient partisane par exemple, il y a la possibilité d'un RIC dissolution. Les citoyens actifs, eux, peuvent abroger des questions du test, avec un RICA abrogation. Je rentre pas dans les détails encore une fois, c'est un résumé. Tous les citoyens passifs et actifs, peuvent modifier la Constitution dans sa partie droits fondamentaux avec la procédure de révision fondamentale. Les citoyens actifs élisent et proposent les lois et les amendements pour l'Assemblée nationale, pour la Chambre des sages. Ils font des lois différentes, je rentre pas dans les détails. Aussi, tous les citoyens, passifs comme actifs, élisent et peuvent révoquer avec un RIC le président ou la présidente de la République. Le président de la République nomme les directeurs qui proposent les ministres, donc le reste du gouvernement, au président de la République, qui est contraint, c'est une compétence liée, de nommer ces personnes, de nommer le gouvernement. Au sein du pouvoir législatif, le conseil scientifique peut mettre un veto scientifique sur les lois qui sont en cours d'élaboration par l'Assemblée nationale ou par la Chambre des sages. Le Parlement dans son ensemble, lui, contrôle l'action du gouvernement, et l'Assemblée nationale en particulier peut demander une censure du gouvernement, avec une motion de censure. Motion de censure qui, lorsque c'est une simple motion de censure, lorsque c'est pas dans le cadre d'un 49.3 par exemple, lorsque c'est une simple motion de censure, entre guillemets, le président, la présidente de la République doit valider cette motion de censure. Il peut la refuser, et dans ce cas-là, le gouvernement n'est pas censuré. En retour, les directeurs peuvent demander une dissolution de l'Assemblée nationale. Mais encore une fois, il y a le filtre du président de la République qui peut accepter ou refuser en fait cette dissolution. Tout ce petit monde est surveillé quand même par les juges. La Cour constitutionnelle protège la Constitution. Elle veille aussi avec le contrôle de constitutionnalité des lois. Donc elle contrôle en partie le Parlement.
Mais dans l'ensemble, les juges surveillent un peu tout, euh, voilà, pas de façon arbitraire, hein, mais ils le surveillent au moment des différents litiges, notamment entre le gouvernement ou l'administration et des citoyens, des entreprises, etc. Il y a un contrôle qui est exercé par les juges et aussi sur les actes pris par le gouvernement, comme les décrets ou les arrêtés, pas que par le gouvernement aussi, hein, par les maires, par les conseils régionaux, etc. Mais qui est-ce qui contrôle les juges? Car là, on voit bien que le Parlement contrôle en partie le gouvernement, peut arrêter le gouvernement avec une motion de censure, le gouvernement peut arrêter l'Assemblée nationale avec une dissolution, mais c'est par le fil du président de la République, qui lui peut être arrêté par les citoyens eux-mêmes qui peuvent le révoquer. Qui est-ce qui contrôle les juges donc? Eh bien, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui contrôle et protège l'ensemble des juges. Mais la Cour constitutionnelle, elle, qui est-ce qui la contrôle? Déjà, elle est élue par les juristes dans leur ensemble, hein, avocats, juges, etc. Ça pourrait être aussi des professeurs de droit, j'ai émis cette hypothèse, mais c'est pas défini dans le marbre, hein, bien évidemment, ça reste ouvert à débat. Mais ce serait par les juristes, hein, d'après moi, que la Cour constitutionnelle devrait être élue. Mais qui est-ce qui la contrôle ensuite? Eh bien, c'est elle-même. La Cour constitutionnelle peut sanctionner ses membres. Elle peut sanctionner ceux qui, au sein de la Cour constitutionnelle, ne jouent pas leur rôle. Si un juge constitutionnel outrepasse son rôle, s'il juge par exemple de façon politique et non plus en droit, alors il peut y avoir une sanction qui, tout simplement, est en fait que les autres juges peuvent, en votant, virer un juge qui aurait fait une faute grave. Donc, les juges constitutionnels exercent un contrôle sur eux-mêmes entre eux. Déjà, il n'y a pas qu'un seul juge constitutionnel, ce qui limite grandement le risque d'abus de pouvoir. Mais vous le voyez encore, il y a aussi le veto scientifique. Qui est-ce qui empêche le conseil scientifique de mettre un veto politique au lieu d'un veto scientifique? C'est-à-dire d'argumenter son veto ou de justifier son veto par des arguments politiques. Ou alors que leur veto tout simplement ne soit pas fondé d'un point de vue scientifique. Eh bien, il y a une procédure contre le conseil scientifique qui est la procédure de levée de non-conformité, qui est une procédure de levée du veto scientifique, d'un veto scientifique, pour non-conformité à la Constitution. Ce qui passe par la Cour constitutionnelle. Et si cette procédure aboutit, si elle arrive à son terme, le conseil scientifique est dissous. Alors, qui est-ce qui peut engager cette procédure? Eh bien, plusieurs personnes indépendamment peuvent le faire. Les directeurs déjà peuvent demander à la Cour constitutionnelle, voilà, de vérifier un veto scientifique pour non-conformité à la Constitution, donc une procédure levée non-conformité. Bien sûr, la Cour constitutionnelle peut dire, avant toute chose, que ce n'est pas justifié, que la demande n'est pas recevable. Si la demande n'est pas recevable, il n'y a même pas de contrôle. Mais si la demande est recevable, il peut y avoir un contrôle qui peut aboutir à une levée pour non-conformité d'un veto scientifique, et donc ensuite à la dissolution du conseil scientifique. Donc ça peut être demandé par les directeurs, ou par le président ou la présidente de la République, ou par le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, ou par le président ou la présidente de la Chambre des sages, ou, et ça c'est particulier, mais ça pourrait être le cas si un conseil scientifique agit et que le président ou la présidente du conseil scientifique n'est pas d'accord avec l'action qui est menée par le reste du conseil, parce qu'il juge que c'est contraire à la Constitution, que c'est politique par exemple, et bien dans ce cas-là, le président ou la présidente du conseil scientifique peut aussi enclencher cette procédure. Donc vous le voyez sur votre écran, c'est assez compliqué, une constitution. Et pourtant ici ce n'est qu'un résumé. Mais on voit que le pouvoir arrête le pouvoir. Que le risque autoritaire, eh bien même s'il existe toujours, il est limité par tous ces contre-pouvoirs, les uns sur les autres. C'est ça la force de la balance des pouvoirs, et c'est ça qui marche bien dans une constitution si chacun exerce son rôle. Mais si par exemple le président de la République n'exerce plus son rôle, ne filtre plus les censures ou les dissolutions, on peut basculer sur une instabilité avec l'un des deux, l'Assemblée nationale ou le gouvernement, qui prendrait le pouvoir sur l'autre. Si le président de la République ne joue pas son rôle. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc on a revu tout ce qu'on a fait depuis le début de cette série. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous restait tout ça la dernière fois qu'on s'était quitté lors du point d'étape numéro 17, et donc lors des 4 derniers épisodes, on a vu différentes choses, les incompatibilités et le cumul dans le temps des fonctions, des mandats, etc. On a parlé aussi de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. On a parlé du gouvernement des juges et du risque autoritaire.
Il nous reste déjà assez peu de sujets. La prochaine fois, on l'a déjà dit lors du précédent épisode, à la fin, on parlera en fait de la liberté d'expression et donc du contre-pouvoir médiatique. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce point d'étape, encore une fois assez long, mais c'est normal parce que même s'il faut résumer, il faut quand même que ça reste intéressant, il faut quand même continuer de lire des choses, et je suis particulièrement apprécié de faire ce résumé à la fin, de le revoir. Il y a fait déjà un résumé, mais là je l'ai refait, notamment en implémentant celui que j'avais fait lors de l'épisode précédent, donc pas lors du point d'étape 17, mais lors de l'épisode 72. Bref, n'hésitez pas à aller voir les épisodes qui vous intéressent, les sujets qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas vraiment, la série elle est faite pour ça, elle est faite pour débattre aussi dans les commentaires, dans le respect évidemment, ou sur Discord. Merci à toutes et tous d'avoir regardé ce point d'étape jusqu'au bout, la playlist dans la description, et sinon, pour ceux qui continuent de suivre, et ceux qui suivent voilà depuis le début, je vous retrouve pour l'épisode 73 sur la liberté d'expression et le contre-pouvoir médiatique. C'était Elsker, à bientôt.